Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les présidents, mes chers collègues, à l'heure du retour de la guerre en Europe, de l'agression russe en Ukraine, de la stratégie de puissance de la Chine ou encore de la multiplication des menaces hybrides, chacun d'entre nous a conscience de l'importance du rôle de nos armées pour faire entendre la voix de la France. Les mots du général de Gaulle sont toujours d'actualité lorsqu'il disait « La France ne peut être la France sans la grandeur ». En son temps, lui aussi avait été confronté à des bouleversements géopolitiques et technologiques majeurs, décriés par certains lorsqu'il avait choisi d'investir massivement dans le nucléaire militaire au détriment d'autres investissements. L'histoire lui a donné raison. Aujourd'hui, mes chers collègues, l'enjeu est de continuer d'assurer à la France son autonomie d'analyse, de décision, d'action et de lui conserver son statut de puissance d'équilibre et de nation cadre. Soyons les fervents défenseurs de nos valeureux soldats qui, fidèles à leur histoire et aux valeurs de l'armée française, sont prêts, si la réussite de leur mission les y oblige, à aller jusqu'au sacrifice suprême. Au moment où je vous parle, j'ai une pensée émue pour nos blessés et nos morts pour la France, et je sais que chacun de vous s'associe à cet hommage. Derrière les trajectoires financières ou capacitaires, il ne faut jamais oublier qu'il y a des hommes et des femmes, civils ou militaires, qui sont la première richesse de nos armées. Après des décennies de sous-investissement, la dernière LPM a eu un impact positif pour nos militaires dans leur quotidien et a permis d'engager la modernisation capacitaire. Désormais, après le temps de réparation, vient le temps de la transformation. Cette transformation s'articule autour de plusieurs axes. Le premier axe, sa clé de voûte, c'est la modernisation de notre dissuasion nucléaire dans toutes ses composantes et dans une logique de stricte suffisance. La deuxième, c'est que nos armées soient prêtes à réagir de manière décisive dans le cas d'un d'éventuel engagement majeur. Pour ce faire, il est essentiel de consolider le soutien logistique, le maintien en conditions opérationnelles, mais également les capacités de haute intensité. Je pense entre autres à l'artillerie lourde, à la défense sol-air, aux drones, aux munitions et à nos blindés. Ces capacités, comme tous les équipements de nos armées, devront bénéficier du meilleur des ruptures technologiques, que ce soit dans le quantique, l'intelligence artificielle, l'hypervélocité ou encore la connectivité. Le troisième axe de ce projet de loi, c'est de donner à nos armées la capacité d'agir dans les champs hybrides, le spatial, les fonds marins, le cyber ou encore les bulles informationnelles. Le quatrième concerne nos territoires d'outre-mer qu'il faut encore davantage protéger face aux pressions de nos compétiteurs. Enfin, le cinquième axe, c'est notre entrée dans une logique d'économie de guerre qui nous permettra de gagner en agilité de production en cas d'engagement dans un conflit de haute intensité. Avant de conclure, je souhaiterais partager avec vous mon avis sur deux points particuliers. Premièrement, la méthode. Je salue le réel et approfondi réexamen des besoins de nos armées qui a permis d'aboutir à une trajectoire physico-financière adaptée et cohérente au regard des objectifs de notre pays et des menaces. Deuxièmement, à rebours d'une culture commandée par le principe de précaution, je me réjouis de la revalorisation de l'audace, de la prise de risque, en réduisant les normes et en simplifiant les circuits de décision. En conclusion, mes chers collègues, sachez que j'ai pleinement confiance dans le fait que nous ferons de cet examen un débat constructif pour notre politique de défense et que chacun d'entre vous sera guidé par la même boussole, l'intérêt supérieur de notre pays. Alors, mesdames, messieurs, mes chers collègues, bon débat et vive l'armée française.